Alors rassurez-vous, je serai bref. Ce que j'ai voulu faire, c'est pas seulement raconter moi-même les choses, mais j'ai eu la chance de participer à une médiation comme médiateur. Vous m'entendez là? Oui. Comme médiateur avec un personnage qui est une personne handicapée et qui a écrit son histoire. Et je pense que c'est encore mieux de l'entendre. J'aurais voulu le faire venir, ça aurait été encore mieux, mais malheureusement, il s'est cassé la jambe et il est dans une situation qui ne le lui permet pas. Alors écoutons-le. Je m'appelle Jean Martin, bien entendu, ce n'est pas son nom. J'ai eu un accident de voiture à l'âge de 2 ans. Ma mère a été tuée dans l'accident. Je suis resté 3 semaines dans le coma. J'ai redoublé mon CE2, puis mon CM1, et la 3e à la fin du collège, et je n'ai pas été au-delà. À 22 ans, je suis parti aux États-Unis où vit ma sœur. Du traumatisme crânien, j'ai gardé une faiblesse du côté gauche, ce qu'on appelle une hémiparésie, des crises d'épilepsie qui ont disparu aujourd'hui. J'ai souvent besoin d'uriner. Surtout, je suis lent. J'ai peu de mémoire et je m'énerve facilement. On dit que j'ai un handicap invisible, car effectivement, on ne voit pas grand-chose en le voyant venir. J'ai travaillé à la chaîne sur des cockpits d'avion aux États-Unis pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai mis en sac des produits à la caisse d'un supermarché. Puis j'ai travaillé chez McDonald's et chez Office Depot, 40 heures par semaine. En 2003, je suis rentré en France. En 2005, j'ai été dans une unité de réinsertion pour traumatisés crâniens. Ensuite, j'ai été dans un centre d'aide par le travail hors les murs, c'est-à-dire en milieu ordinaire de travail, pendant 1 an. J'ai ensuite été embauché en contrat temporaire dans un magasin de livres, de papeterie et de CD-ROM pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, à 37 ans, je suis en CDI, à mi-temps, au rayon papeterie. Je suis lent. Il y a beaucoup de tâches à accomplir. Parfois, je me fais disputer par ma supérieure pour n'avoir pas fait tout le travail demandé. Comme mon handicap ne se voit pas, elle pense que je suis paresseux. Pourtant, on lui a expliqué. Parfois, je réponds agressivement quand on me cherche. Souvent, je ne dis rien et j'obéis comme un chien bien dressé. C'est très pénible. Quand je rentre chez moi, je m'angoisse pour le lendemain. Bref, c'est très stressant à la fois d'être avec les clients, de mettre des produits en rayon et de me faire disputer. J'ai l'impression de ne pas progresser, au contraire, de régresser. J'ai l'impression qu'on profite de mes difficultés pour se décharger sur moi et je trouve ça très mal. C'est comme si je me sentais couler dans l'eau sans que je puisse nager. Mon père a demandé à un médiateur de m'aider à régler le problème. Il nous a réunis, moi et le directeur du magasin, dans son bureau. Alors, quelle est la suite de l'opération? Une médiation à étapes. Le conflit n'est pas entre Martin et le directeur, il est entre M. Martin et sa responsable directe au rayon papeterie. Le directeur ne souhaite pas que la responsable papeterie participe à la médiation. Il veut se charger de cette question et c'est finalement compréhensible. Il propose de retirer M. Martin du rayon papeterie et de l'affecter au stock avec un employé plus âgé et beaucoup plus bienveillant. Dans un premier temps, tout va bien. Mais le directeur a changé et les incompréhensions reprennent avec les collègues de travail. Une nouvelle médiation réunit cette fois, outre le blessé et le directeur et le médiateur, le médecin du travail, la déléguée du personnel. Un aménagement des horaires, un suivi mensuel calme les différends avec les collègues, mais 1 an plus tard, ils reprennent et entraînent des arrêts de travail répétés. Et la solution, comme souvent en médiation, ne vient pas là où on l'attendait. L'ancien directeur du magasin, celui qui a participé à la première médiation, a pris la direction d'un autre magasin qui se trouve proche du domicile du blessé. Et il a gardé des liens avec ce blessé. Il lui propose un emploi à durée indéterminée dans son magasin, et depuis 4 ans, tout va mieux, et M. Martin s'est marié. Voilà. Merci beaucoup. À présent, est-ce que vous avez des questions à poser à nos 2 intervenants? Oui. Juste,
comment, enfin, pour faire intervenir, est-ce que quelqu'un paye ou comment ça se passe? Ah oui, alors oui, je n'ai pas abordé cette question. Oui, alors la médiation, par exemple, dans une EHPAD, dans un établissement médico-social, c'est pris en charge par l'établissement. D'accord. Oui, pardon. Donc c'est pris en charge par l'établissement. Voilà. Et là, par exemple, dans le cadre de comme ça, on s'adresse à qui pour avoir un médiateur dans un cadre professionnel là, comme ça? Alors effectivement, la médiation n'est pas très bien connue. Dans le cas particulier... Oui, pardon Jean-Luc, ça vous ennuie de parler dans le micro parce que sinon... Alors dans le cas particulier, je ne me suis pas étendu sur la question, mais il y a eu un problème qui était le fait que je suivais ce patient. Et en principe, c'est une raison de se récuser et de passer à la main à quelqu'un d'autre. Et j'avais eu un échange non seulement avec le blessé, mais également avec son père, qui était la seule famille qui lui restait. Et comme je le suivais à la fois sur le plan médical, mais également sur le plan de sa réinsertion professionnelle sur le long terme, j'ai bien vu les difficultés qu'il m'avait confiées, qui fait partie de cette lenteur, du temps consacré finalement à l'écoute personnelle des problèmes, et pas seulement d'une vision exclusivement médicale. Et il m'a raconté ses difficultés, et je lui dis, écoutez, peut-être est-ce que ça vaudrait le coup de faire une médiation, et j'en ai parlé au père en lui disant, je peux vous fournir un certain nombre de médiateurs, puisque moi je le connais depuis longtemps, et je n'ai pas tout à fait le recul nécessaire. Et le père m'a dit, il n'en est pas question, c'est vous qui devez le faire. Alors j'ai pris des précautions évidemment importantes, non seulement vis-à-vis du père et du blessé, qui étaient favorables à ce que j'assume cette médiation, et puis j'ai été voir le directeur, et je lui ai dit, voilà la situation, j'ai tout à fait la possibilité, vous avez parfaitement le droit de refuser cette médiation, et je peux tout à fait vous fournir d'autres médiateurs, mais il se trouve que Martin et son père veulent que ce soit moi. Je vous garantis, et je vais expliquer ce que c'était que la médiation, bien entendu, que j'avais le devoir absolu d'impartialité. Vous avez à juste titre parlé de ce terme, où c'était madame qui était à ma droite. Et que même au cours de la médiation, s'il pensait que j'étais en situation d'impartialité, il pouvait arrêter à tout moment. N'importe qui peut arrêter. C'est ça la liberté aussi de la médiation. Et la première réunion, finalement, il a dit, écoutez, non, vous avez une certaine expérience, vous le connaissez bien, moi ça ne me gêne pas. La première réunion s'est donc assez bien passée et a amené aux solutions que j'ai expliquées. Mais pour dire qu'il y a certains cas où on est dans une situation qui peut être effectivement critiquable par le principe. À partir du moment où les choses sont dites clairement, il m'est arrivé dans d'autres situations, effectivement, où j'étais, d'une part médecin, d'une série d'établissements comme médecin référent d'un établissement, d'une association qui gérait des EHPAD, et où il y avait une plainte qui était partie de famille vis-à-vis d'un directeur d'établissement, cette fois-ci, et le directeur avait proposé mon nom. Même chose, il y a eu un temps d'explication pour expliquer les positions et pour dire, maintenant vous avez la possibilité de me récuser, de toute façon on n'est pas en médiation, là on est en explication, vous allez réfléchir pendant 8 jours et puis vous donnerez votre compte-rendu. Et finalement, ces quelques situations où j'étais, comme je l'ai dans le principe de non-neutralité a priori, jamais les gens n'ont écarté les choses. Ils ont considéré que j'avais une certaine pratique et que finalement, après avoir un entretien avec eux, ça s'est passé comme ça. Voilà. Merci. Peut-être une question du chat, et puis ensuite je vois une main qui se lève, et vous poserez donc la dernière question de la journée. La question du chat, si le SMS refuse de prendre en charge la médiation, comment faire appel à un médiateur? Donc ça, c'est la question de... est-ce qu'il y a des ESMS qui peuvent ne pas être accueillants à la médiation? Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y aurait un recours possible auprès de l'ARS, Jean-Luc?
Alors, il y a de toute façon plusieurs associations de médiateurs auxquelles on peut s'adresser. Et le principe général, lorsque la médiation n'est pas prise en charge par l'établissement, ce qui est la quasi-totalité des cas, je me précise, et qui correspond finalement au fait que dans ce pays où la protection sociale est importante, la santé est gratuite. Et donc les gens considèrent, à juste titre, que finalement il n'y a pas de raison qu'ils payent. Dans ce cas-là, ça peut se négocier. En principe, si vous voulez, c'est les deux parties qui participent à égalité. Dans le cas particulier, ils ne sont pas à égalité. Mais on peut imaginer que le directeur prenne en charge une majorité des choses à travers son établissement, c'est un objet de négociation, et que de façon symbolique, éventuellement, l'autre partie qui montre sa bonne volonté, son désir d'entrer en médiation, donne une somme symbolique, si vous voulez, par exemple. Tout est négociable dans le cas particulier, mais effectivement, c'est moins simple à partir de ce moment-là. La majorité des choses dans les établissements médico-sociaux se font à travers le paiement de l'établissement. Alors merci, maintenant je vous donne la parole pour votre question que je reformulerai pour les personnes qui sont à distance. Alors, en effet, la médiation elle est obligatoire et on doit afficher le médiateur aujourd'hui en EHPAD. Je suis directrice d'EHPAD, donc c'est une obligation. Mais pour solliciter la médiation, le directeur ne peut pas être en droit de le demander. Ça doit être la famille qui doit le demander, dans les règles en tout cas telles qu'elles sont appliquées. Et jusqu'à présent, moi j'ai toujours essuyé un refus. Est-ce que, est-ce que la médiation va aussi faire peut-être s'exposer à présenter un peu plus son rôle, parce que souvent les gens sont inquiets en fait, parce qu'aujourd'hui c'est une structure qui est présentée, en tout cas nous elle est présentée dès l'offre, dès l'entrée, si pour tout litige, tout contentieux, vous pouvez faire appel, et les gens aujourd'hui ne le souhaitent pas. Comme ça l'était par le passé, quand on pouvait solliciter un tiers pour aider au conseil départemental ou à l'ARS. Et je trouve ça dommage parce que finalement, se saisir d'un tiers pour régler un conflit, c'est toujours appréciable. Mais là, aujourd'hui, moi, c'est plus les familles qui sont frileux, ou même le résident en soi, qui a toujours peur de déranger quelqu'un, qui n'ose pas dire, n'ose pas formuler, ne veut pas faire des montagnes. Et finalement, cet outil risque d'être peu valorisé ou peu utilisé. Alors, excusez-moi, je reformule simplement pour les personnes à distance. Donc, je vais essayer de faire de manière synthétique. Donc, vous disiez que la médiation est un outil qui est à la portée de tous, mais qui ne peut pas être sollicité uniquement par la direction et qui doit être sollicité par les familles qui, bien souvent, soit ne connaissent pas cet outil, soit ne veulent pas le mobiliser. Alors, d'abord, la médiation n'est pas obligatoire, y compris dans la loi, et c'est un élément extrêmement important. Un des facteurs fondamentaux de la réussite de la médiation, il y en a deux pratiquement. Le premier, c'est le temps consacré. J'ai été au moins une demi-douzaine de fois face à des réflexions à fin de médiation où les familles me disaient « Écoutez, si on avait eu ce temps d'écoute, on n'en serait pas là depuis 2 ans. » Le deuxième élément, c'est, je dirais, la liberté, la volonté des parties d'entrer en médiation. Ça n'est pas simple, comme vous l'illustrez. Et c'est pourquoi, de plus en plus, ce n'était pas le cas au départ, mais j'ai consacré, et je pense que Véronique est d'accord avec moi sur ce plan, sur le fait de ne pas rentrer en médiation sans avoir eu une explication préalable, sans aucun engagement. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la médiation. On va vous expliquer et vous aurez la totale liberté, vous aurez un temps de réflexion pour savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et puis pendant la semaine qui suit, il y a des échanges qui se font, éventuellement par coup de téléphone. Et les gens comprennent un peu mieux, et très très souvent, quand on a pris le temps de les écouter et de leur expliquer les choses et de leur dire leur liberté, et bien finalement les choses changent. Et presque toujours on y parvient. Alors l'objectif, c'est quand même effectivement de faire inscrire, comme chez vous, la médiation dans toutes les conventions, non pas comme une obligation parce que ce serait contraire à la loi, mais comme un préalable proposé. Voilà. Bon. Je pense qu'effectivement, proposer aux familles juste de donner ce coup de fil
préalables, qui ne les engagent pas, et où, comme je vous l'illustrais tout à l'heure, elles passeront un peu de temps à dialoguer avec ce médiateur, ça peut suffire à débloquer. Et puis, il y avait aussi cette proposition que je faisais de pouvoir présenter la médiation à l'intérieur de l'établissement à l'occasion d'un rassemblement. Bon, merci beaucoup pour vos interventions. Voilà, c'était très éclairant sur cette logique de la médiation. Je pense qu'on pourrait même prendre beaucoup plus de temps pour étudier les pratiques et voir quels sont les enjeux éthiques liés à ces pratiques de la médiation. On voit à travers vos deux interventions qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, donc ça donne des idées aussi pour des prochains groupes de travail ou des prochaines conférences, des prochains événements. Voilà. Merci beaucoup.